France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, j'animerai cette formation intitulée Préparation à la certification CLA, Certified LabVIEW Architect. Et donc là, ça y est, on y est. On va commencer à préparer ensemble cette fameuse certification. Alors, on va la jouer en deux temps. Dans un premier temps, je vais réaliser une vidéo où on va parler de cette certification et de la meilleure manière de s'y préparer et de la passer. Et puis dans un second temps, on fera une application, donc il y aura une autre vidéo où on va prendre un cas concret et on aura une vidéo applicative directement pour pouvoir préparer correctement cette certification. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc la première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut justement devenir architecte, c'est quel est le rôle d'un architecte logiciel? C'est une question assez naturelle en fait. Alors, la réponse, elle est assez simple. Un architecte logiciel, son travail, c'est de réaliser l'architecture logicielle qui va être adaptée aux exigences du client, puisque suivant les exigences, on va réaliser tel ou tel type d'architecture. Il n'y a pas une architecture universelle. Une architecture a toujours des avantages et des inconvénients, et donc on mettra toujours en face d'une spécification fonctionnelle une architecture adaptée. Donc l'architecte logiciel, évidemment, il va réaliser l'architecture du soft, mais c'est pas lui. Alors, ça dépend des entreprises, mais souvent, ce n'est pas lui qui va développer le soft. Lui, il va mettre en place l'architecture du soft, et donc il va donner à ses équipes, il va permettre à ses équipes de réaliser le soft. Et donc, comment il va faire ça? Eh bien, il va donner en fait l'architecture, il va donner des modules, différentes librairies dans cette architecture. Il va également donner les structures de données et les différentes fonctionnalités. Il va mettre du commentaire là où c'est nécessaire et pour que les équipes sachent exactement où mettre exactement les fonctionnalités. Et l'examen en fait CLA, c'est un petit peu ça l'exercice qu'on va devoir réaliser. Et bien évidemment, le rôle de l'architecte, c'est également de fournir à l'équipe de développement une documentation claire. C'est toujours ça qui est important puisque c'est pas tout de filer une architecture, il faut aussi qu'elle soit compréhensible et donc la documentation joue un rôle très important pour cet exercice et pour l'exercice tout court lorsqu'on est architecte. Alors, la certification, elle démontre la capacité à comprendre, analyser et interpréter des spécifications de clients, donc c'est assez logique en fait. Il faut juste que, en fait, alors cette certification toujours est décernée par National Instrument, donc NI. C'est un exercice en LabVIEW et à l'issue de cette CLA, vous allez, si vous réussissez, vous allez obtenir un mail avec un badge et qui vous donnera l'autorisation de signer par exemple à votre tour vos mails avec le badge architecte, donc que vous pourrez utiliser tout simplement. Et donc, pour pouvoir obtenir cette certification, il faut démontrer sa capacité justement à comprendre une spécification fonctionnelle et à la traduire en une architecture. Ça démontre également votre capacité à travailler en équipe. Alors encore une fois, il y a des architectes qui sont là uniquement pour architecturer des architectures logicielles, et puis il y a des architectes qui vont architecturer l'architecture logicielle et après ils vont travailler directement sur le soft. Ça dépend dans quel type d'entreprise vous êtes. Chez TDF, les architectes sont également des développeurs. Donc l'architecte, il doit également démontrer qu'il est capable d'architecturer des applications modulaires, évolutives dans le temps. C'est un petit peu en fait, on monte d'un niveau par rapport à CLD où il fallait développer une application modulaire, évolutive dans le temps, lisible, claire. Là, c'est la même chose, mais en version architecte, c'est-à-dire que là, on architecture quelque chose qui sera évolutif, donc modulaire, enfin de la même manière quoi. En fait, on augmente, on lève d'un cran quoi. Toujours pareil, organiser en hiérarchie de projets modulaires, donc être capable d'avoir une hiérarchie cohérente dans le projet, en fait, l'organisation des fichiers, en vue d'un développement complet ultérieur par une équipe de développement. Donc en gros, d'abord on va architecturer, avoir quelque chose de clair, de propre, et puis ensuite on va lancer le développement. Donc normalement, il peut arriver que ce soit pour des équipes, donc l'architecte travaille, puis donne directement aux équipes, et les équipes sont censées être capables, à partir de l'architecture, de développer directement le soft. Et puis toujours, j'insiste,
fournir une documentation claire. Donc je l'ai mise dans le slide d'avant, je le mets également dans celui-là parce que c'est vraiment important, c'est-à-dire que le développeur, à la base, dans la CLD, on vous demandait de comprendre les outils pour pouvoir documenter votre code. Là, c'est un petit peu différent pour l'architecte. Évidemment, lui, il maîtrise les outils pour pouvoir documenter clairement son code, mais cette fois-ci, on va regarder ce qu'il dit, et il faut que ce soit clair et compréhensible. Donc c'est pour ça que j'insiste. La durée de validité à l'issue de cet examen, s'il est réussi, est de 4 ans. Donc un architecte est architecte 4 ans. Au bout de 4 ans, il doit se recertifier. Donc il devra passer un QCM qui dure 1 heure. Et donc peut-être qu'on organisera une vidéo plus tard pour pouvoir préparer ce fameux QCM. Comme on n'a pas 4 ans d'ancienneté en tant qu'architecte, on ne connaît pas encore l'épreuve, mais on le fera, je pense, quand on l'aura réalisé. Donc, pour passer l'examen, toujours la même chose, vous tapez CLA Architect LabVIEW sous Google, vous avez la fameuse page National Instrument, donc là vous êtes, enfin NI, donc vous êtes sur la page officielle, et là vous avez le choix, soit vous le faites en ligne, soit vous le faites sur site, donc directement chez National Instrument, enfin chez NI, soit sur un site qui a été approuvé et autorisé par NI. Voilà, tout simplement. Sur Internet, vous avez également des ressources donc pour pouvoir préparer convenablement cet examen. Vous avez voilà, les différents éléments dont vous avez besoin. Donc, je vous invite à parcourir cette page et à aller voir ce qui s'y passe, tout simplement. Nous revoilà sur la présentation. Donc, alors, l'examen organisation. Alors, pour pouvoir passer l'examen, il faut avoir obtenu la certification CLD. Vous ne pouvez pas être architecte sans être développeur. C'est exactement la même chose que pour la CLD. Alors là, on va parler aujourd'hui de l'examen en ligne puisque c'est ce qu'on connaît. Donc on va parler uniquement de ce qu'on connaît. Donc si vous voulez passer l'examen en ligne, alors il y a des avantages et des inconvénients. Les gros avantages, c'est que vous pouvez déterminer quand est-ce que vous voulez le passer et à toute heure. Vous pouvez le passer à 1 heure du matin, vous pouvez le passer, moi je l'avais passé à 19 heures je crois un dimanche soir. Donc j'avais terminé à 21 heures, à 22 heures, non à 23 heures. J'avais terminé assez tard pour pouvoir être tranquille. Donc du coup, il faut par contre pour passer cet examen une pièce privatisée. Vous avez la possibilité de vous connecter jusqu'à 30 minutes après l'heure de rendez-vous, donc c'est quand même assez souple. Il vous faut évidemment un ordinateur avec un micro, une webcam et Internet. Le soft, alors NI propose sur sa plateforme comment dire, une fonctionnalité qui permet de tester l'ordinateur avant l'examen pour que vous sachiez si vous êtes compatible et si tout va bien. Donc je vous invite à le faire et ne pas attendre le jour de l'examen. Vous pouvez le faire, je crois, dès que vous êtes inscrit, vous pouvez le faire. Évidemment, pas de nourriture, pas de boisson. Vous avez la possibilité de réaliser une pause, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, à la moitié de votre examen, vers les 2h30, lorsque je vous expliquerai pourquoi je dis que c'est 2h30 la moitié, puisque vous avez une première partie à réaliser et puis après une deuxième partie. Donc ça, on y viendra tout à l'heure. Mais je vous invite à faire une pause parce que ça fait vraiment du bien. 4 heures, ça passe vite. Vous allez devoir être du coup très concentré tout au long de cette épreuve. Et donc une pause s'impose entre guillemets à la moitié de l'épreuve. Ça vous évitera de vous épuiser et de perdre en intensité dans la réalisation de cette épreuve. Vous avez évidemment l'interdiction d'utiliser des ressources externes. Bon, c'est du bon sens, hein, tout simplement. Et puis vous êtes également autorisé, par contre, vous êtes autorisé à utiliser toutes les ressources disponibles dans LabVIEW, donc les modèles, les exemples, les VI Express. Bien évidemment, normalement, vous n'aurez pas besoin de la doc, vous serez convenablement préparé. Pas d'impro. Ça, c'est un examen où il faut surtout pas improviser. De toute façon, si vous improvisez, vous êtes mort. Donc, comme ça, c'est clair. Donc, il va falloir le préparer sérieusement. Et la durée de cet examen, comme bon, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous le saviez, c'était écrit, elle est de 4 heures. Donc 4 heures, ça passe très très vite. Ça va être 4 heures assez intenses parce qu'on vous demande un travail beaucoup plus important que sur la CLD. Et donc on va y venir tout de suite.
Alors, l'examen CLA, en fait, ça consiste à un projet qui est similaire à ce qui a été fait en CLD. Donc, ça peut être un micro-ondes, ça peut être une climatisation, ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça va être un dérivé de ce type comment dire, d'exercice. Et en fait, alors, il y a des exigences d'interface utilisateur. Donc, vous allez avoir que il va falloir réaliser vous-même les interfaces. Cette fois-ci, on ne vous les fournit pas. Et puis également, vous avez des exigences fonctionnelles. Donc vous allez avoir une liste d'exigences et tout comme sur la CLD, vous aviez des fonctionnalités, bah là vous allez avoir une liste d'exigences fonctionnelles. On ne vous demande pas de développer justement ces fonctionnalités, on vous demande de préparer l'architecture pour qu'elle puisse accueillir à tel endroit cette fonctionnalité, à tel endroit cette fonctionnalité. Et vous, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des tags. Vous allez faire des copier-coller de tags et vous allez directement dans les commentaires mettre les tags à certains endroits pour dire que vous couvrez l'ensemble des exigences de votre, comment dire, de votre client, des exigences fonctionnelles, hein, tout simplement, du cahier des charges. Et après, c'est au rôle des développeurs directement d'aller dans les différents endroits et de développer les fonctionnalités. Vous allez devoir développer votre architecture from scratch. Donc c'est un projet, vous démarrez de rien. Alors c'est ce que je vous ai dit, vous couvrez avec des tags les exigences. Donc vous avez un fichier texte. Donc je vous dirai en fait, je vous montrerai tout à l'heure par la suite comment on fait. Et puis bah voilà, vous allez développer l'architecture, les modules nécessaires parce que c'est pas tout une architecture. Il faut également, par exemple pour le temps, il va falloir développer le chronomètre pour que les développeurs aient directement une FGV chrono par exemple à disposition pour pouvoir mesurer le temps si c'est nécessaire. Les structures de données, la documentation, mais également les manières de communiquer entre threads. Enfin, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de choses à développer. Les entrées-sorties de fichiers, donc lire, écrire un fichier. Donc ça, c'est à vous de le développer. Et en fait, ce que les développeurs eux doivent développer, ça va être vraiment des fonctionnalités propres, c'est-à-dire tout ce qui est calcul, tout ce qui est algorithmie à, à chaque projet. Ça, par contre, c'est le rôle des développeurs. C'est pas le rôle de l'architecte. L'architecte, lui, il prépare justement l'environnement pour que tout soit prêt pour le développement. Voilà, bah c'est ce que je dis, pas d'application fonctionnelle exigée. Et donc du coup, également, vous pouvez livrer avec votre projet avec une flèche brisée, contrairement à la CLD. Là, on vous demande pas quelque chose qui tourne. Donc ne vous étonnez pas quand vous regardez par exemple une correction si la flèche est brisée, ça pose aucun souci. On n'est pas là en fait pour tester comment dire les fonctionnalités. On est là pour livrer quelque chose qui fonctionne. Enfin, livrer quelque chose qui devrait fonctionner une fois qu'on aura clairement fait les modifications nécessaires. Donc on est là pour livrer quelque chose, un architecte doit livrer une architecture qui soit claire en fait et facile d'utilisation. Alors, les critères d'évaluation. Vous avez, cette fois-ci, on va être noté sur 4 critères. Alors, le premier critère, c'est le style. Alors, cette fois-ci, le style n'est pas important dans le sens où vous n'allez pas développer les fonctionnalités. Donc, on ne va pas regarder votre style de codage, votre manière de gérer les locales, votre manière d'organiser, enfin, comment dire, de résoudre les problèmes. Et puis, tout ce qui était lié au style. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir uniquement 10 points. Néanmoins, vous avez 10 points. Alors, la totalité est sur 100 points. Ces 10 points, ça va être, on va noter votre style sur les petites fonctionnalités que vous allez faire, c'est-à-dire préparer la FGV pour les variables statiques, préparer la FGV, une autre FGV par exemple pour le timer si vous souhaitez faire comme cela. Pardon. Réaliser, vous allez également devoir faire les moyens de communication, donc vos FIFO, la manière dont vous allez coder vos FIFO. Donc c'est là-dedans qu'il y a le style en fait. Vous avez 20 points sur la documentation. Donc la documentation, il y a le fond et la forme. La forme, c'est un petit peu l'outillage, donc la manière de réaliser une documentation. Là, vous allez devoir, donc on va récapituler justement cette manière, et puis après, il va falloir être clair et concis dans votre documentation. Donc normalement, quand vous codez, la documentation est automatique. Donc ces 20 points, vous pouvez également les avoir relativement facilement si vous vous êtes habitué à documenter votre code. Donc là, c'est pareil, on y reviendra. Vous avez la couverture des spécifications, c'est-à-dire que vous allez réaliser une architecture, mais dans cette architecture, il faut qu'elle prenne en compte, c'est bien de faire une architecture, mais il faut qu'en face, elle soit adaptée aux besoins du client. Et donc, vous avez une couverture de spécifications, et donc il va falloir
mettre les tags aux bons endroits pour montrer que votre architecture prend bien en compte toutes les exigences du client. Néanmoins, tout comme la CLD qui est en fait un exercice séquentiel, la CLA est assez standardisée, c'est-à-dire que pour la CLD, on sait à quoi s'attendre. Pour la CLA également, les exigences en fait, je vous avais parlé de la forme canonique d'une QMH ou la forme canonique d'une machine d'état avec des états qui sont toujours les mêmes, qui sont déclaration, initialisation, l'état de gestion d'erreur, l'état IDLE et l'état de kit. Bon, bah là c'est pareil, on a toujours des états, comment dire, des exigences de base qui sont démarrage, la manière dont je démarre, la manière dont j'initialise, la manière dont je vais m'occuper des différentes faces avant. Enfin, vous allez voir les différents modules. Il y a toujours 4 modules. Donc, je vais vous expliquer aussi également comment ça marche. Et puis après, vous avez, comment dire, vous avez toujours le exit et vous avez le error. Donc, la manière de quitter et la manière de error. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, à savoir, donc pour la couverture des spécifications, vous avez une partie des spécifications, vous savez déjà à quoi vous attendre à l'avance sans même connaître le sujet. Et donc, du coup, ça peut se préparer en amont parce qu'il y a énormément d'exigences. Donc, je vous conseille d'aller chercher en préparation déjà 10 à 15 points de manière relativement facile. Et puis, le développement de l'architecture. Alors là, il n'y a pas d'architecture miracle, mais comme on connaît à peu près la teneur d'un CLA, et qu'il y a quand même des architectures qui sont assez modulaires. Là, vous arrivez aujourd'hui à la CLA. Je vous ai préparé depuis le début des vidéos à modifier, à réaliser des machines d'état, des QMH, à éclater une QMH, à utiliser des FGV. Donc là, aujourd'hui, vous allez comprendre tout ce qu'on a fait jusque-là. C'est pour un type d'architecture. Bien évidemment, c'est ce qu'on vous propose. Il y a d'autres manières de faire. Il existe d'autres architectures. Il y a pour les plus avancés d'entre vous, les meilleurs d'entre vous sauront faire par exemple de l'Actor Framework. C'est une architecture qui est complexe mais qui n'est pas forcément maîtrisée par tous. Et puis il y a toujours d'autres types d'architectures sur lesquelles on peut envisager de travailler. Donc moi je vais vous proposer en fait dans cet examen, enfin de réaliser cet examen avec une architecture relativement simple et assez fonctionnelle et assez modulaire. Donc on va y revenir. Donc il y a quand même 40 points au niveau de l'architecture. Donc pas d'impro, c'est pas le jour J qu'on prévoit une architecture, ça se fait bien en avance, ça se prépare bien en avance. Et donc du coup, c'est pour ça que nous on prépare la nôtre depuis le début de ces vidéos. Et évidemment, si vous avez d'autres types d'architecture, préparez-les. Néanmoins, il faut que vous ayez quelqu'un de confirmé autour de vous qui puisse valider votre architecture pour pouvoir vous assurer que ce que vous faites est cohérent et n'est pas farfelu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de réaliser une architecture. Alors, on avance. Alors, il faut également 70% des points, donc 70 points, pour pouvoir réussir cet examen. Donc, pour pouvoir réussir cet examen, il faut aller... si vous préparez bien votre architecture, vous pouvez avoir 35-40 points, donc ce qui est déjà pas mal. On peut envisager également entre 15 et 20 points. Donc, au pire des cas, vous avez 15 points et 35 points. Vous pouvez démarrer déjà avec une base de 40, 60, 50 points et puis après aller chercher les 20 points qui restent sur le style et la couverture. Donc sur les 50 points, il faut aller en chercher 20. Donc c'est jouable, c'est faisable. Comment s'y préparer à la CLA? Alors évidemment la chaîne YouTube. Vous avez beaucoup de contenu. Je vous invite à bien regarder les 3 vidéos QMH puisqu'en fait on explique qu'est-ce qu'une QMH, on utilise la QMH, puis après on éclate la QMH, on l'éclate en 3 parties, et en fait éclater en 3 parties la QMH ou en 2 parties, ça va permettre de mettre un pied justement dans l'architecture. Et donc là vous avez les exercices avec un exercice type qui est la calculatrice. Donc je vous invite à regarder. Je vous invite également à regarder les chapitres sur les FGV. C'est assez important parce qu'en fait on va le retrouver maintenant dans la CLA pour l'architecture que je vous propose. Vous avez une base de documentation qui est complète sur le GitHub de Technologie de France. Donc le lien est en descriptif de la vidéo. Sur le GitHub, alors on va y jeter un petit coup d'œil. L'organisation du GitHub est la suivante. Lorsque vous allez regarder en fait le lien GitHub, vous allez vous retrouver sur une page où vous allez avoir justement le récapitulatif de l'ensemble de la formation.
Donc la formation est organisée de cette manière. Vous avez un premier module qui est présentation de l'environnement, où vous avez des liens, vous avez 3 chapitres qui vous permettent en fait de comprendre un petit peu l'environnement LabVIEW avec du détail. Si vous cliquez par exemple sur un des liens, vous allez vous retrouver sur la page de la vidéo avec un petit explicatif et éventuellement un code que vous pouvez télécharger qui est lié justement à la vidéo en question. Donc vous avez un premier module de présentation de l'environnement, puis vous avez un second module application à la programmation où vous avez justement un exemple de création d'une calculatrice. Donc vous avez 2 petits modules, calculatrice 1 et 2, enfin 2 petits chapitres. Puis vous avez un module appelé machine d'état où vous avez une explication complète de la machine d'état, donc toujours pareil, présentation, puis ensuite on fait une application, et puis ensuite là on va parler justement du template ANY. Puis vous avez le QMH en module, donc là c'est pareil, toujours de la même manière on va procéder. Vous avez toujours une présentation et une application. Donc là cette fois-ci vous avez une application calculatrice, on va rester toujours sur le même type d'application et avec cela on y ajoute un petit peu plus de complexité. Ensuite, vous avez un module FGV, Functional Global Variable, qui se décline en 3 parties. Et enfin, vous avez 2 modules qui sont le module CLD et le module CLA. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le module CLA. Et enfin, tout ce que vous avez la liste des thèmes encore à aborder dans le futur. C'est les sujets qui peuvent être intéressants à réaliser des vidéos. Donc, si on va dans le CLA, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la présentation. Donc, si on clique sur présentation, vous avez justement la présentation de la vidéo, vous avez un résumé rapide de ce que l'on apprend sur cette vidéo, et vous avez en documentation, alors vous avez la mise à disposition d'autres examens CLA, vous avez également la preparation guide en français et en anglais, donc en français et en anglais, et on vous a mis le lien officiel National Instrument ANY pour aller sur le site internet directement et pouvoir vous inscrire. Et si vous avez besoin éventuellement de récupérer des documents ou de l'information, vous avez de l'information également là-bas. Donc vous avez une base de documentation importante. Les exemples, les corrections qui vous ont été faites, elles ont été volontairement faites pour vous aider à préparer cette CLA. Je n'ai pas modifié ou très peu modifié mon architecture que j'avais réalisée lorsque je m'entraînais en fait à l'époque. Donc je vous en ai mis 2 à disposition. La troisième chose à faire pour se préparer convenablement à la CLA, c'est pratiquer. Donc c'est le logo LabVIEW, donc il faut que vous pratiquiez. Donc je vous invite à faire vos propres exercices, à regarder les différents types de corrections, la manière dont ça a été corrigé. Le logo ANY parce que vous avez le site ANY où il y a énormément de documentation, énormément d'informations. Je vous invite à y jeter un œil. Justement, un par un tous les points et on va essayer de résumer ce qu'il faut faire et donc vous donner les bonnes pratiques. Donc le style, c'est l'organisation en fait. Alors c'est tout ce qui est autour du projet. Donc ça va être l'organisation des fichiers dans le projet. Donc il faut que ce soit lisible, bien évidemment. Donc toujours un répertoire sub-VI, toujours un répertoire contrôle, un répertoire thread puisque vous avez plusieurs threads. Un répertoire. Alors ce qui est marrant, c'est que ça c'est avec le recul d'aujourd'hui. Les corrections que je vous propose, je vous mets les threads, ils ont chacun leur répertoire. On peut les ranger dans un seul répertoire tout en faisant des sous-répertoires. Il faut que ce soit vraiment rangé, c'est très important. Néanmoins, la manière que j'avais fait à l'époque n'est pas mauvaise, mais bon, on veut toujours améliorer les choses. Un répertoire template parce que vous allez devoir travailler cette fois-ci avec les templates, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc je vais vous montrer comment on prépare le premier template et puis après, lorsque vous aurez le premier template, vous allez pouvoir le déployer et là c'est du caviar et ça va aller très très vite. Un répertoire configuration, c'est là où vous allez charger le fameux fichier INI. Donc c'est là-dedans que vous allez mettre le fichier INI et puis éventuellement, soit vous avez différentes manières de faire. Soit vous mettez dans SubVI le VI qui va permettre de charger les fichiers, soit vous mettez dans configuration, c'est à vous de voir. Un répertoire log qui va gérer les erreurs, c'est-à-dire que chaque fois que vous aurez des erreurs, vous allez écrire dans un fichier texte. Ce fichier texte ou CSV ou XML, c'est à vous de choisir le format. Choisissez un format intelligent, donc ça on en parlera également lors de l'application. On mettra tout dans le répertoire log. Un répertoire timer,
qui est le fameux temps. Le temps peut être nécessaire pour certaines applications. Si vous avez un four à pizza ou un four qui réalise des préparations, qui va dire voilà 5 minutes pour ceci, 8 minutes pour cela, ou une climatisation de telle à telle heure, je mets telle température, de telle à telle heure, je mets telle température, il vous faut cette notion de temps ou de durée justement. Il faut une heure de préparation, enfin pour des recettes par exemple de cuisine. En gros, il va falloir ces notions de temps, donc il vous faut un répertoire timer avec alors au choix, soit vous réalisez un objet temps, et donc vous aurez une vidéo, la vidéo sur comment dire, les classes et les objets, donc vous pouvez le réaliser de cette manière-là, soit le réaliser avec une FGV, ça fonctionne très très bien dans les deux cas. Vos conventions de nommage, elles doivent être simples, faciles à comprendre et expliquées. Alors je m'explique. Elles doivent être simples, évidemment, vous devez choisir une manière de faire pour nommer. Donc par exemple dans les contrôles, vous mettez tout CTRL underscore, dans les threads, thread underscore, et puis vous mettez ce que vous voulez. SubVI, jusqu'à présent, je ne faisais pas de convention de nommage, mais vous pouvez en trouver une qui peut être intéressante. Et par contre, quand je vous dis, alors facile à comprendre évidemment, il faut que ce soit clair. Et surtout, expliquer, ça veut dire quoi? Expliquer, ça veut dire que dans le top VI, en commentaire, vous expliquez la convention de nommage. Ça va permettre aux futurs développeurs de comprendre ce qui se passe. Il vous faut un top VI à la racine, donc pas plusieurs VI, un seul VI, c'est le VI de lancement qui sera à la racine de votre projet. Et les autres VI, ils sont forcément soit dans SubVI, soit dans Thread, soit dans Template. Voilà. Bon, configuration, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est bon. On organise ces données dans une locale. Alors ça, c'est plus dans les threads. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc la manière d'organiser ces données. On définit les types def, les clusters pour les clusters et les énumérateurs. Bon, ça c'est quelque chose d'évident. C'est un rappel en fait par rapport à la CLD. Ces deux lignes-là, je les ai laissées volontairement. C'est une petite piqûre de rappel. On est cartésien dans les états, exactement ce que je vous avais dit, c'est-à-dire les formes canoniques, déclaration, initialisation, erreur, display et exit state. Et vous allez voir que dans les exigences, il y a ces cinq états, elles sont dans 5 rubriques d'exigences. Donc ça tombe bien, si vous avez l'habitude de le faire, vous n'allez pas être dépaysé et ça vous permettra en plus, lorsque vous préparez l'architecture, dans un premier temps, puisque l'épreuve va être cassée en deux, on va faire en première partie, vous allez réaliser l'architecture. Si vous réalisez une architecture qui colle justement au sujet, ça va être facile par la suite parce qu'après, vous allez juste prendre les exigences et faire des copier-coller et ça va aller très très vite. Alors, les nomenclatures des états simples et faciles à comprendre, oui évidemment. Donc pareil, lorsque vous allez réaliser les exigences, c'est là où vous allez poser les différents états aux différents endroits. En fait, ça va se résumer à ça, quoi. Les exigences vont dire, voilà, il faut faire ça. Bon, je crée un état pour faire ça. Il faut faire ça, je crée un état qui permet de faire ça. Et je connecte bien évidemment le producteur, donc dans la structure d'event. Donc dans le cas où vous choisissez d'utiliser notre architecture, je connecte le connecteur et je mets les exigences à cet endroit-là également. Alors, on tient évidemment sur un écran maximum. Là maintenant, vous allez être architecte. Donc, les bonnes pratiques de programmation, vous les connaissez. C'est une petite piqûre de rappel. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas architecte. Donc, voilà, c'est clair. On fait disparaître évidemment les itérateurs de boucle non nécessaires. Pourquoi? Parce que ça permet de montrer que vous êtes chef de projet, vous êtes architecte et donc les développeurs n'ont pas besoin des itérateurs à certains endroits. Donc pour bien leur notifier qu'ils n'en ont pas besoin, vous les faites disparaître. De la même manière, vous faites disparaître les nœuds de propriété non nécessaires dans les structures d'événements, enfin les nœuds sur les côtés. S'ils n'en ont pas besoin, vous les enlevez tout simplement. S'ils en ont besoin, vous les laissez. Ça montre que vous maîtrisez la chose et ça montre que, en effet, vous êtes un niveau au-dessus. On bosse avec amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le correcteur, quand il voit que c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime LabVIEW, qui a fait les choses de manière correcte. Et donc, il a envie de vous donner il a envie de vous donner des points. Et globalement, il a envie de vous faire architecte. Globalement, ça c'est une remarque globale, c'est-à-dire que s'il vous manque quelques points et qu'il voit quand même que vous avez le niveau architecte, il va vous les trouver les points. Ça aussi, ça marche.
Donc sachez-le, vous avez un humain en face de vous, il y a des exigences, il y a des règles claires. Au départ, évidemment, ils sont assez stricts dans la manière comment dire, de noter, mais s'il vous manque quelques points et qu'il voit que vous avez le niveau, il va aller vous les chercher parce que vous bossez avec amour. Donc n'oubliez pas cette règle, elle est très importante. Au niveau de la documentation, vous avez deux manières de documenter justement votre épreuve. Il y a le fond et la forme. Donc il y a on va commencer d'abord par la forme. Alors la forme, c'est ce qu'on vous demandait en CLD, c'est-à-dire de maîtriser les techniques comment dire, de documentation, donc de commenter. Donc il y avait 5 techniques. Alors là j'en ai rajouté, il y en avait 4, mais en fait il y en a 5, donc je l'ai rajouté, c'est le cluster par nom. Donc on va commencer d'abord dans l'ordre. Donc dans ces techniques-là, il y a les étiquettes. Donc vous allez devoir mettre des étiquettes sur les fils, donc les kits, les locales. Et donc il va falloir être explicite également. Donc de temps en temps utiliser cette technique qui est une très bonne technique. Les infobules pour contextualiser. Donc là vous allez utiliser également ces infobules pour utiliser les exigences. Donc vous allez copier-coller les exigences et utiliser cette technique de documentation pour indiquer les exigences avec ou sans flèche, ça pose aucun souci. Et puis vous allez également utiliser les infobules pour votre propre documentation qui se doit d'être explicite, c'est vraiment important et j'insiste là-dessus. Cette fois-ci, on est également sur le fond. Les icônes et la documentation qui sont obligatoires. Alors voilà, là il va falloir faire tous les icônes, il va falloir être cohérent dans les icônes et il va falloir documenter la totalité de ces VI. Et on va documenter en contextualisant et en étant explicite. Donc ne pas oublier une chose, c'est qu'il est possible, mettez-vous à la place en fait d'un développeur qui va récupérer justement votre architecture, il doit comprendre la documentation, il ne doit pas être perdu. Donc mettez-vous à la place toujours d'un développeur, c'est très important. Commentaires dans les diagrammes, alors dans les commentaires dans les diagrammes c'est indispensable, vous allez le faire partout. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez organiser votre environnement. Donc il y a 3 choses à faire quand on organise son environnement. La première chose, c'est pour la face avant, vous allez organiser pour pouvoir voir uniquement les NXG, donc comme ça vous avez votre face avant qui est prête. Et puis pour votre diagramme, il y a 2 choses à faire. Mettre les commentaires des diagrammes en automatique, donc dès que vous allez ouvrir n'importe quelle structure, il y aura le commentaire qui apparaîtra. Et également se débarrasser des icônes de diagrammes, les grosses icônes, bon tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas beau. Donc par défaut, on désactive cette partie-là pour avoir directement les icônes au bon format en fait sur le diagramme. Donc du coup, vous commentez vos diagrammes, c'est très important. Donc commentez les structures de diagrammes, c'est ça qui est surtout important. Et puis les clusters par nom. En lecture et en écriture d'un cluster, ça aussi c'est du commentaire, ça compte comme du commentaire, puisque comme vous avez une convention de nommage intelligente, et ben le fait d'utiliser cela, on voit tout de suite ce qui se passe. Ça joue le rôle également de commentaire. Donc c'est très important de travailler de cette manière-là. Ok. Alors évidemment au niveau de la documentation, donc là je vous ai donné un exemple de CLA. Alors même si je suis pas fan, évitez quand même cette partie-là, la partie par défaut. On va éviter d'utiliser des par défaut. Donc vous voyez que les exigences, elles sont... Alors je vous montrerai tout à l'heure les exigences, mais là vous voyez une exigence à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça. Là il y a quelques commentaires. Bon, il manque le commentaire, donc c'est une capture d'écran NI. Il manque un commentaire un commentaire de sous-diagramme. Enfin, vous voyez le commentaire qu'on aurait pu mettre en dessous. C'est très pratique à utiliser. Il faut bien comprendre que les corrections NI datent de 2012. Elles ont plus de 10 ans. Hein. Donc voilà. La manière de coder a beaucoup évolué, hein, néanmoins. Donc vous voyez voilà, les commentaires de sous-diagramme. Donc vous voyez la manière dont c'est commenté. Et puis on a posé différents VI pour que le développeur derrière puisse travailler. Ok, bon, vous avez la manière de documenter. De toute façon, on fera un applicatif et vous verrez comment on commente. Donc une manière de commenter, je vous proposerai une manière de commenter. Les exigences, 30 points. Alors ça, c'est très important. Alors les exigences, vous allez les trouver en fait, vous allez avoir le sujet, puis vous allez avoir un fichier texte. Donc là, on a pris le sujet ATM. Le même sujet qu'on a pris pour la CLD, on l'a pris pour la CLA, c'était le premier sujet, et vous l'avez également à disposition dans le pack.
d'examen, de sample exam. Donc, comment ça se présente? Bah, vous double-cliquez sur justement cette exigence-là. Sur le sujet, bah, vous avez par exemple, on vous dit, voilà, il faut que interface. Alors, il dit que les components doivent être séparés. Et donc, on doit définir les différentes interfaces. Et donc, donc là, vous avez les exigences. Et puis après, vous avez le fichier texte où on a S11 et S12. Et donc là, vous allez faire directement du copier-coller aux endroits. Et donc là, je vous montre bah, U11, U12. Donc, c'est les fameuses exigences. Attendez, hop. Voilà, c'est cela. Ah, ben j'ai pas mis, bon, j'ai pas mis le texte, mais bon, c'est celle-là en fait. Donc ici, vous voyez, donc en face avant, on peut mettre des exigences. Donc probablement, on m'a demandé de séparer le keypad des transactions. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, bah, je l'écris, tout simplement. Donc je réalise les exigences qui ont été demandées par justement Andy. Et puis vous avez également les exigences qui peuvent être écrites en diagramme. Donc là, vous les voyez ici et ici. Donc là, c'est S11 et S12, S12 et S11. Et donc là, vous voyez par exemple une architecture type. Ça, c'est le template. Ouais, c'est un template que vous allez après déployer. Donc je vous montrerai pourquoi c'est un template et qu'est-ce que vous allez déployer. Donc là, on est voilà. On verra ça plus tard, tout à l'heure. Ce qui est clair et ce qui n'est pas clair, en tout cas au niveau des exigences, les exigences doivent être séparées et aux bons endroits. On met pas un paquet d'exigences en mode débrouillez-vous quoi. Comment dire, le, 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 le correcteur travaille pas pour vous, c'est vous qui travaillez pour le correcteur. Donc il faut que ce soit clair. Vous travaillez pour les développeurs. Les développeurs doivent comprendre ce que vous faites. Ça, c'est pas clair. Donc ça, ce sera pas pris en compte. Et donc du coup, vous allez perdre des points si vous faites ça. Il faut mettre les exigences aux endroits où c'est nécessaire pour que ce soit vraiment compréhensible. Alors, modèle de conception, donc là on va parler de l'architecture. Donc nous on propose, alors moi je vous propose la QMH, de partir de la QMH. Pourquoi? Parce que la QMH, elle a déjà pas mal d'avantages. Elle a une arborescence qui est propre. Et ça fait partie justement des choses qui sont notées dans la CLA. Il y a une gestion des erreurs. Ça c'est très important. Vous avez ce fameux VI où on gère les erreurs et donc on choisit si on quitte ou si on pop-up, mais on les gère les erreurs. Et donc dans les exigences, bah, c'est soit je quitte, soit je pop-up. Et donc c'est parfait pour ce type d'épreuve. Vous avez également une gestion des messages. Vous avez déjà une librairie avec la FIFO et la manière dont c'est fait. Et vous avez également une librairie de gestion des événements. Je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai. Vous allez créer vos événements et ces événements, bah, ça peut être. Alors, il peut y avoir un, deux, trois événements, un événement d'erreur extérieure, un événement de kit extérieur. Et donc, c'est pareil, vous allez pouvoir les définir. Et donc, ça, c'est très pratique. Et puis, je vous invite à regarder à nouveau, j'insiste, la vidéo FGV3 parce que là, vous allez voir comment on fait du multithread, comment on éclate justement ce type d'architecture. Donc, on avait commencé à le faire. Et donc là, on va le faire clairement dans la prochaine vidéo également. Et donc, du coup, bah, le modèle de conception, l'objectif, c'est de partir de là et d'arriver à là. Et ça, en fait, c'est un template que vous allez pouvoir après bah, déployer. Et donc dans le template, vous allez pouvoir supprimer le haut, supprimer le bas. Soit vous êtes un simple producteur, soit vous êtes un consommateur, soit vous êtes un producteur et un consommateur, ce qui est possible. Vous avez bah, trois possibilités. Est-ce qu'on va ouvrir la face avant? Puisqu'il y a il y a par exemple des threads qui ont des faces avant, donc vous allez devoir afficher. Donc ça fera partie des exigences. Et donc vous avez déjà l'exigence qui est prête. Et puis vous allez, comment vous allez lire justement, comment vous allez récupérer les références, donc toutes ces variables statiques, bah, ça va être grâce à la FGV. Donc là, je vais vous montrer comment on réalise une FGV et comment on s'en occupe. Et donc on a commencé à le faire clairement dans FGV troisième partie. Donc là, on va continuer à le faire. Donc on va partir de ça pour arriver à ça. Et l'objectif, c'est de le faire en 2h30. Donc vous avez, bah, on parle de la FGV, donc vous allez devoir développer votre FGV. Et donc là, vous voyez, ça va couvrir des exigences. Le but de la FGV, ça va être de loader dans le système des variables statiques. Donc on va lire, on va commencer par lire un fichier ini. Donc ce sera toujours comme ça que ça se passera. Donc on lira toujours un fichier ini. Ensuite, on devra initialiser dans la FGV. Donc elle aura une locale en fait qui va prendre les valeurs
du fichier ini. Puis dans cette locale qui sera organisée correctement, donc dans la locale de la FGV, il y aura également comme variable statique les événements dont on a besoin. Donc dans un premier temps, on aura besoin toujours d'un événement stop pour pouvoir arrêter le producteur. Et puis vous aurez également les références des différentes queues que vous avez créées. Donc si ça va dépendre du nombre de threads. Dans notre cas, on aura 4 threads, mais il y aura 3 queues. Donc il y aura 3 queues. Donc je vous expliquerai 3 queues. 3 ou 4 queues à voir. On regardera ensemble justement le sujet. Et donc du coup, vous allez réaliser ça dans la FGV au départ. Donc toujours la même chose, hein. Init, do, close. Et l'init, ça correspond à la FGV. C'est la FGV qui va initialiser en fait toutes ces variables statiques. Et puis après, on va aller dans chaque thread. Et dans chaque thread, il y a toujours un init, do, close. Donc c'est toujours la même chose. Et donc du coup, on va utiliser la FGV pour sur l'architecture globale, on va l'utiliser pour pouvoir démarrer, c'est-à-dire faire l'init, et après faire le close. C'est là-dessus que va être utilisé pour ça la FGV. Donc on va utiliser les variables statiques de manière statique. Ensuite, le timer, la conception du timer, il est important de savoir concevoir un timer. Donc apprenez à le faire même de manière par cœur, bêtement, parce que c'est pas le jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, vous êtes censé être capable de le faire entre 5 et 10 minutes. Ça doit être rapide. Tac, 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 tac. On doit enchaîner parce que ça passe vraiment, vraiment vite. Vous allez voir que le compteur, il file. Même quand vous allez vous entraîner, au bout d'une heure, vous allez avoir l'impression d'avoir pas eu le temps d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'il faut, selon moi, 2 heures et demie pour réaliser une architecture. Et après, attaquer les exigences. Mais comme vous avez fait une architecture qui couvre une partie des exigences, ça va être du copier-coller très rapide. Regardez un modèle de conception. On utilise la FGV, toujours on commence par les datas qui viennent d'un fichier, donc une database. On initialise les événements et puis après on initialise les QMH tout en injectant à l'intérieur des FIFO. Une fois qu'on va arriver, après on va arriver sur les différents threads qui sont en parallèle, donc producteurs et les consommateurs. Dans les threads, il y a toujours, alors la philosophie en fait de l'épreuve de CLA qui est la même, qui est assez logique en fait, c'est que il y a toujours un user interface, donc qui va être un peu un producteur. Donc si par exemple vous avez une ATM, c'est là où c'est les boutons que vous allez utiliser sur la calculatrice, c'est le pad de la calculatrice. Donc ce pad-là, en fait, cette architecture elle est modulaire. Pourquoi? Parce que on peut très bien enlever ce user et le remplacer par un vrai pad, ce qu'on avait vu en fait dans les exercices de la calculatrice. C'était pour vous préparer psychologiquement à ça en fait. Vous avez après le Sensitive Sensor Interface. Ça, c'est le simulateur de la calculatrice. Imaginez, vous n'avez pas de calculatrice qui fait les calculs. Vous avez un ascenseur, mais vous n'avez pas l'ascenseur à disposition parce que vous devez développer un ascenseur. Mais d'abord, vous êtes au bureau, vous le développez, puis après, vous allez le tester en conditions réelles. Il va falloir faire un espèce d'émulateur d'ascenseur. Vous l'avez là, en fait. C'est en fait un producteur consommateur. Et donc du coup, vous allez directement dire il est à tel étage, tel étage, tel étage. En gros, je demande tel étage, je prends directement mon producteur et puis je vais mon producteur dans ce thread là et je le mets directement à l'étage et là je vois comment le système fonctionne. Donc c'est un peu mon émulateur. Et en fait, pareil, ça c'est modulaire. On pourra remplacer par la suite par un vrai ascenseur qui lui enverra les vrais signaux. Display console, ça c'est en fait la console de. Vous avez toujours un écrire qui va être le producteur, par exemple le pad de la calculatrice, puis vous avez toujours le display et le fameux état display. Le fameux état display, vous l'avez ici dans ce thread-là. C'est un thread qui a juste vocation de display. Donc il va display en LabVIEW, mais vous pouvez très bien le remplacer par quelque chose qui va aller displayer directement sur un écran CLD, qui va aller display directement sur un Arduino. Enfin, vous voyez, c'est fait en fait pour être modulaire. Ce sont des architectures modulaires. Et vous avez ce qui ne bougera jamais par contre, c'est le chef d'orchestre, le process. C'est là où vous allez mettre la puissance de calcul. C'est là où vous allez distribuer les rôles à chacun. Et donc là, à la limite, je vous dis, ça bougera pas. Ça pourra peut-être même éventuellement bouger si demain vous voulez claquer sur un FPGA, sur du CUDA, donc directement sur un GPU, ou le laisser sur un CPU directement là-dessus. Donc c'est pareil, tout doit être toujours modulaire. Et donc c'est ce qu'on recherche, une architecture modulaire. Et puis vous avez toujours le close process. On va closer d'abord les QMH. Ce qu'on a ouvert en dernier, on va le fermer en premier et après closer les events.
Et puis là, il n'y a pas de clause de file parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais peut-être il pourrait être nécessaire d'enregistrer les données dans un file s'il est demandé dans un autre sujet. Ok, alors maintenant on va voir la gestion de l'épreuve. Comment on va réaliser justement cette CLD? Alors, selon moi, il faut casser en deux parties l'épreuve de CLD. Il y a 40 points dans l'architecture. Mais dans ces 40 points, vous avez également la documentation parce que votre architecture, vous allez la documenter d'une certaine manière. Donc c'est important de prendre le temps de faire une architecture qui soit clairement documentée et puis qui ait une forme canonique, c'est-à-dire ce que j'appelle la forme canonique, c'est les différents états. Donc les différents états de gestion, donc on gère les erreurs. Donc là, on va avoir une gestion des. Alors, on doit avoir une gestion des erreurs dans l'architecture. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre une QMH. C'est déjà intégré à l'intérieur. Il va y avoir les entrées-sorties. Alors, il va falloir faire les entrées-sorties de fichiers. Donc, ça, il va falloir rapidement. En fait, au départ, ce qu'on fait, on lit rapidement le sujet pour savoir quel type de fichier on va être amené à lire. Comme ça, on peut adapter directement cette entrée-sortie de fichiers. Il va falloir faire un timer. Donc là, c'est entre 5 et 10 minutes max. Pam, pam, je termine. Il va falloir faire la FGV. La FGV, en fait, elle va prendre les différents états, mais une fois qu'on a le timer, une fois qu'on a les entrées-sorties et qu'on sait en fait les différents states à réaliser, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est user console, sensor, display et process. Donc il y a 3 ou 4 queues, il faudrait regarder en fait dans le détail l'épreuve. On regardera ça dans la prochaine vidéo. Donc on sait ce qu'il y a à faire. Et pour les events, c'est pareil. Les events, c'est un event de stop pour le ou les consommateurs. Donc c'est à nous de savoir combien il y a de consommateurs. Donc on créera à ce moment-là les events. Donc pareil, on regardera les épreuves. Donc l'idée, c'est de faire le VIT en 2h30. De réaliser les UI. Alors les UI, c'est quoi? Ça va être dans l'épreuve en fait comment dire, de CLA, vous allez avoir, je sais pas moi, un four à micro-ondes, une climatisation, une machine à cacahuètes. Il faut réaliser les UI, c'est-à-dire les entrées et ce que j'avais ici. Voilà. Ça là, ça doit être fait dans les 2h30. Donc dès le départ, il faut commencer à lire et savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire un screen? Est-ce qu'il faut faire une. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est hyper. Parce que ça prend du temps, mine de rien. Ça prend peut-être 20-25 minutes pour faire juste correctement les différentes. Tous les boutons, quoi, en fait. Donc vous allez avoir des croquis, en fait, dans le PDF à lire. Et donc, du coup, il va falloir le réaliser très rapidement. Donc, c'est la première chose à faire, c'est ça, en fait. En fait, la première chose à faire, c'est vous ouvrez un projet, vous prenez une QMH. La QMH, on s'en fiche d'être sur un écran, vous allez commencer à faire sur cette page-là directement toutes les interfaces et on verra après pour distribuer. Et puis en fonction de ça, vous allez devoir travailler de manière à ce que vous réalisiez rapidement la FGV et puis enfin tout ça quoi. Donc réaliser les UI et on documente. Voilà, c'est ça. Vous avez 2h30 pour réaliser ça. Et croyez-moi, 2h30 c'est court. En 2h30 faire ça, c'est hyper chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut vous préparer, il faut que vous appreniez, vous appreniez à faire le VIT, il faut que vous appreniez à faire les QMH, à faire correctement comment je fais pour créer très rapidement les QMH. Donc je vais vous montrer. Et c'est pour ça que franchement c'est du caviar parce qu'on vous propose plusieurs solutions qui sont documentées et qui sont dans cette philosophie-là. Donc à vous d'apprendre à les reproduire. À l'issue de ces 2h30, prenez une pause. Allez aux toilettes, allez au pipi room, c'est important. Mangez quelque chose si vous avez envie de manger quelque chose. Dégourdissez-vous les jambes. Prenez 10-15 minutes, respirez avant de retourner dans l'épreuve. Parce que en plus, ça va vous permettre de réfléchir. J'ai fait ça, voilà. Prenez un peu de recul, ça fait pas de mal. Parce qu'après, les exigences vont arriver et là, vous en avez une flopée. Donc voilà. Restez, isolez-vous, même pendant votre pause, ne croisez personne. C'est pas l'esprit de l'épreuve. C'est une épreuve entre vous et vous, tout simplement. Enfin, entre vous et Rémi. Vous allez devenir architecte. 2h30, vous êtes à fond. 10 minutes, un quart d'heure, vous allez fumer une clope. Si vous fumez, vous allez vous dégourdir la jambe. Mais restez isolé, restez dans votre truc. Personne ne vous adresse la parole. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous, comment dire, vous choisissez des créneaux si vous le faites en remote isolé, où il n'y a personne.
Et puis après, vous prenez 1h30 pour terminer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre template qui est prêt, ça va être directement de la... Comment dire? Vous allez avoir une demi-heure pour à peu près finir. Vous aurez le temps de faire ça en fait. Donc vous serez, au bout de 3 heures, vous en êtes là. Et après, il y a toutes les exigences. Donc là, vous prenez le fichier texte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des exigences sur simulateur interface requirement. Bah, c'est pour l'interface. Donc pour ça. Ici, là, vous allez plaquer les exigences très rapidement. Donc les exigences, souvent, c'est vous avez réalisé la face avant, boum, je colle. Vous avez fait un initialize, boum, je code. Vous avez fait un kit, boum, je code. Enfin, je copie, je colle. Donc ça va très vite. Ensuite, user interface, c'est pareil. Display, c'est pareil. Et sensor, c'est pareil. On rentrera dans le détail de toutes les exigences dans la prochaine épreuve, dans la prochaine vidéo, où justement, je vous montrerai comment ça marche. Et vous verrez, on décortiquera dans un premier temps ensemble le document officiel ENI, qui est simplement un résumé de ça, mais on a besoin de prendre le temps de le regarder ensemble. Et puis, voilà, vous avez Initial State. Comme je vous dis, les formes canoniques, c'est Initial State Requirement. Vous l'avez déjà préparé. Donc, il va juste falloir peut-être adapter un petit peu l'architecture, mais c'est pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander initialiser telle ou telle variable à tel ou tel chiffre. Parfait, vous balancez dans la locale et vous faites tout ce qu'il vous faut directement en initialize. Vous avez tout qui est prêt directement. Terminate state, c'est quand j'appuie sur stop, qu'est-ce qui se passe, qui arrête qui, comment et de quelle manière, qu'est-ce que j'affiche. Bon, bah faites-le. C'est des points et ça va très vite. Donc votre architecture est déjà prête. C'est une bonne nouvelle. Et puis après, vous avez le Error Handling Requirement. Bon, en gros, pour la faire simple, soit vous quittez, soit vous gérez d'une certaine manière. Donc on va simplement regarder l'épreuve, ce qu'ils disent, et on va faire simplement ce qu'ils disent. Et donc l'architecture, elle est adaptée, elle permet de le faire, elle permet de faire ça correctement. Et ça se passe toujours ça se passe toujours ici, dans le process. Ce que moi j'appelle le conducteur, le chef d'orchestre, eux ils l'appellent le process. Bon, bah, on lui donne le nom de process simplement. Ok. Et puis après, bah, là j'aurais pu mettre trois petits points. Bah, il y a le reste des exigences qui sont les fonctionnalités. Mais en gros, bah, c'est à vous de créer les états. Donc perdez pas de temps, créez les états aux bons endroits et mettez copier-coller. Je crée, je copie-colle, je crée, je copie-colle, je crée, je copie-colle. Et après, si vous avez le temps, et je documente, j'oublie pas de ici je fais ci, ici je fais ça, ici je fais ci. Et après, si vous avez le temps, bah, vous ajoutez dans la structure d'événements certains événements et vous avancez. Comme ça, vous allez récupérer le maximum de points et normalement, si tout se passe bien, vous devriez être à 80-85%, 80-85 points. Ça devrait le faire. Alors, pour résumer, entraînez-vous au moins sur 2 ou 3 sujets en conditions réelles. Prenez le temps de le faire, c'est vraiment important. Prenez 5 minutes pour customiser votre LabVIEW au démarrage. Donc c'est ce que je vous ai dit, il faut customiser son environnement. Donc ça, on verra ça à la prochaine vidéo. Gérez votre temps en le travaillant parce que croyez-moi, ça a l'air 4 heures, on a l'impression qu'on a du temps, mais en fait on n'a vraiment pas de temps. C'est hyper rapide. Donc il va falloir s'entraîner. Savoir faire le timer en moins de 5 minutes, savoir faire la gestion des fichiers en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes, savoir faire la FGV en moins de 10 minutes, 10, 5, 10, 15, enfin il vous faut au tableau écrire les temps que vous mettez et il faut vraiment vous entraîner. C'est vraiment important si vous voulez l'avoir haut la main et ne pas être trop stressé le jour de l'examen, même si vous le serez, mais pas comment dire, il n'y aura pas d'improvisation, il n'y a pas d'impro. Un architecte, il n'improvise pas. Maîtriser parfaitement les architectures QMH et machine d'état. Pour être architecte, il n'est pas nécessaire de connaître les architectures type Actor Framework. Ça, c'est des architectures avancées, intéressantes, adaptées à certaines applications, mais il n'est pas nécessaire de connaître ça pour être architecte. Vous pouvez vous en sortir avec une QMH et une machine d'état. Il n'est pas non plus nécessaire de savoir faire du langage objet, c'est-à-dire de tout ce qui est objet, les vidéos qui vont arriver, où on explique les objets. Les objets, c'est vraiment génial, mais il n'est pas nécessaire de le savoir. Vous pouvez passer architecte sans le savoir. Donc, et vous pouvez coder correctement sans le savoir. Il n'y a pas d'exigence. Néanmoins, si vous pouvez le savoir avant de passer l'architecte, c'est très bien pour une raison simple, c'est que c'est un bonheur comment dire, de coder en objet. L'objet, en fait, ça peut paraître compliqué au départ à appréhender, mais alors si on vous l'explique correctement et que vous le comprenez, c'est un bonheur. Et c'est même après, vous ne savez plus faire autrement parce que c'est vraiment pratique. Ayez un modèle d'architecture modulaire déjà prêt, pas d'impro.
C'est ce que je vous dis depuis le départ. Les conventions de nommage, faciles, documentées, alors à comprendre et documentation de qualité, et puis documenter vos conventions de nommage. Très important. Maîtriser les FGV. Ça, c'est très très important. Les variables statiques sont des variables statiques, ce ne sont pas des variables dynamiques. Je vous invite à regarder la vidéo Cauchemar elle est marrante, Cauchemar en LabVIEW. On a eu, avec la participation de Philippe Etchebest, du chef Etchebest, qu'on remercie d'avoir participé exceptionnellement pour cette vidéo. Vous avez justement un cas de mauvaise utilisation de FGV. Les FGV, ce sont pour des variables statiques. Donc, apprenez à utiliser vos FGV, c'est vraiment très important. Soyez cartésien ou canonique. Déclaration, initialisation, error, display, exit state. Ça, c'est le minimum syndical. Avec ça, déjà, vous avez même une partie des exigences. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et puis, même pour vous, c'est bien ordonné, c'est bien organisé. On peut vous donner n'importe quel type de projet. Faut toujours d'abord déclarer, initialiser. Il y a toujours une gestion d'erreur, voilà. Il y a toujours un display à un endroit, donc c'est parfait. Et puis, faut toujours quitter. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu du bon sens quelque part. Les nomenclatures des états, bon là c'est pareil, un copier-coller. Comme les conventions de nommage, les nomenclatures elles doivent être claires. On tient sur un écran max, c'est pareil. J'insiste parce que comment dire. Souvent, on a du code LabVIEW qui ne tient pas sur un écran et pourtant les gens sont censés être expérimentés. J'ai vu un développeur qui m'a dit qu'il avait 20 ans de LabVIEW et il ne savait pas coder sur un seul écran. C'est une, je sais pas, c'est une bonne habitude à prendre. Enfin, il y a des bonnes habitudes à prendre et puis voilà, ce sont des bonnes pratiques. C'est des règles, c'est la règle de bonne pratique de base, c'est la règle numéro 0. C'est même pas la règle 1, c'est la règle numéro 0. De la documentation claire, complète et concise. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Donc, entraînez-vous. C'est très très important de s'entraîner. Montrez que vous avez des compétences et que vous avez une vision d'ensemble. Il faut que vous ayez une vision d'ensemble et que donc vous ayez des architectures, que vous connaissiez et que vous soyez capable très rapidement de déployer. Soyez simple et efficace. C'est très important d'être simple et efficace. C'est très important de montrer vos capacités dans la simplicité et dans l'efficacité. Et enfin, le dernier conseil que je vous donne, c'est le conseil le plus important parce qu'en fait, il englobe la totalité de cette formation. Il englobe ces 13 heures ou 14 heures de vidéos qu'on a cumulées jusqu'à présent. On code avec amour. Donc quand je vous dis coder avec amour, ça veut dire que quelqu'un qui regarde votre code, il le comprend. Et même s'il n'est pas expérimenté, il le comprend. Parce que ce n'est pas du textuel, on a une syntaxe simple et que sur un seul écran, on est capable de voir la totalité d'un code. Et on est capable de voir la philosophie d'un code. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle. Je pense qu'on a fait le tour et je vous dis à très bientôt.